Bonjour à tous, c'est Elise, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo bilan de lecture, de ce que j'ai pu consommer depuis le début de l'été. À peu près à partir du début du mois de juin jusqu'à mi-septembre, plus ou moins. Et donc, je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu faire au niveau de la culture. Alors, j'ai plein de vidéos qui sont en projet, enfin qui sont presque scriptées et tout, donc restez stay tuned comme on dirait en anglais. Alors, commençons avec le mois de juin. Le mois de juin, j'ai pas beaucoup lu, j'étais beaucoup sur TikTok, j'ai consulté beaucoup de sites d'information à cause de tout ce qui s'est passé avec les élections. Donc je me suis surtout concentrée sur ça et vous allez voir que ça a un peu impacté mon choix de lecture. Donc le premier livre que j'ai lu au début du mois, c'est La Fabrique des Transclasses de Chantal Jacquet et de Gérard Brass, mais il y a aussi beaucoup il y a de la participation d'autres auteurs. Donc c'est une continuation du premier ouvrage de Chantal Jacquet sur les transclasses. Ici, il y a d'autres thèmes qui sont discutés. Alors, je vais reprendre, voilà, chapitre 1. Reprenons le tout. Donc, monter et rester peuple, donc monter et ne pas trahir. Donc là, il y avait voilà, les leçons de Michelet et de Gérard Brass. L'aristocratie du bon Dieu, portrait du pur littérateur en déclassé volontaire, Ronan de Calan. Déplacement ou déracinement, du boursier au gardien au migrant, de classe contemporain, Paul Pasquali. Donc ce chapitre-là était très intéressant pour moi, étant donné, voilà, au vu de mon parcours. L'histoire des transclasses, élargir le cercle. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné dans ma vidéo précédente autour de quand on est transclasse, dans le processus de transclasse, il y a un changement de cercle qui s'opère. Et donc c'est assez intéressant de faire découvrir chapitre 2 de la deuxième partie, Une honte. 5 clous d'en haut, 5 clous d'en bas de Jean-Louis Saporito. Sortir du bois de Patrick Bourdet. Et la troisième partie, Transclasse en question. Transclasse dans un lieu transclasse, l'école normale d'instituteurs des années 70, une expérience paradoxale d'Annie Tardy. Immigration et transclasse, langue et identité de Soubatra d'Anne Segaran. Et donc voilà, c'est assez intéressant, ça complète pas mal le premier livre de Chantal Jacquet. Je pense pas que ce soit aussi spécial que ce premier livre, aussi détaillé que ce premier livre, dans le sens où ce premier livre, ça expliquait un petit peu les choses, les complexions, comme disait Chantal Jacquet, des profils de transclasse. Il y a beaucoup de similarités, même dans la non-reproduction. Donc voilà, c'est une bonne lecture, mais voilà, empruntez-le à la bibliothèque et ce sera tout à fait bien. Deuxième livre que j'ai lu, c'est que j'avais trouvé dans un vide-grenier, c'est La Famiglia Grande de Camille Kouchner. Donc Camille Kouchner, qui est la petite fille d'un ancien ministre et de la personne qui a créé Médecins sans frontières. Donc une famille en fait qui fait partie de la gauche illustre bourgeoise, extrêmement bourgeoise. Et donc dans ce livre, elle parle de son enfance dans cette famille-là, dans sa famille proche et éloignée, de leur tradition, du fait voilà, d'aller tous les étés tous ensemble avec plein d'autres personnes qui faisaient partie de la gauche caviar, la distance que maintenant elle a comme adulte, et aussi bien sûr des abus que son frère a subi. Donc c'est assez intéressant, je pense que c'est sorti à peu près au même temps que Le Consentement est sorti. Ça montre vraiment que certaines personnalités qui étaient adulées dans les années 80-90, début des années 2000, qui profitaient énormément de leur statut. Donc voilà, La Famiglia Grande, c'est plutôt pas mal, ça se lit assez rapidement, c'est pas exceptionnel. Quelque chose à emprunter probablement aussi à la bibliothèque. Ensuite, il y a Propaganda de Edward Bernays, qui est le créateur de la communication politique. Il a créé tout ce qui est publicité, donc il a beaucoup étudié Gustave Le Bon avec la théorie des foules, et donc il a créé voilà, c'est des systèmes de propagande pour convaincre les gens. Je trouve que c'est très intéressant, il y a beaucoup de techniques qui sont toujours utilisées aujourd'hui pour
influencer les gens, la récurrence de revoir l'information, l'appel à une figure d'autorité pour que quelque chose en fait passe, l'utilisation du féminisme à des fins commerciaux. Donc il y a beaucoup de choses de cette manière. C'est très intéressant. Bien sûr, certaines personnes ne sont pas en mesure de le lire dans le sens, enfin pas intellectuellement, mais je sais que par exemple ma maman, elle n'aime pas lire des choses qui montrent à quel point la société est influençable, et ce texte traite exactement de ça. Pour moi, c'est une lecture fondamentale, surtout quand on regarde on s'intéresse beaucoup à la politique. C'est pour moi une lecture fondamentale à lire. Donc ça, je pense que c'est à voir. Moi, j'ai pris des notes au fur et à mesure. Peut-être je ferai une vidéo sur ce thème un jour, mais c'était pas dans mon programme immédiatement. Ensuite, on a Jean Giono, Refus d'obéissance. Oui, Refus d'obéissance. Alors, la première partie est très intéressante. Il parle en fait de sa perception autour de l'invasion par les nazis. Et de voilà le fait que même si quelque chose est légal, bien et qu'on n'est pas d'accord et qu'on trouve ça injuste, et bien on doit désobéir et on doit agir selon notre bonne mœurs. Mais c'est littéralement que quelques pages. Le reste n'est pas forcément intéressant. Encore une fois, vous pouvez l'emprunter. Probablement c'est disponible, son petit essai sur le refus d'obéissance est probablement disponible en ligne quelque part. Donc quelque chose à emprunter. Ensuite, on a Émile Zola, La fortune des Rougons. Je l'ai lu pour vous. Vous pouvez regarder dans les playlists et dans l'historique de mes vidéos. Donc La fortune des Rougons, c'est le premier livre, le premier ouvrage à lire dans la série des Rougon-Macquart. Rougon-Macquart qui est, selon Émile Zola, en fait une analyse ou une étude en fait comment il écrit ça? Attendez, je vais vous le relire. La fortune des Rougons, préface. Ah, voilà. On est toujours dans la préface. Alors. Donc, La fortune des Rougons, ça parle ça introduit en fait beaucoup des personnages qui vont être mentionnés plus tard dans la série des Rougon-Macquart. On suit Adélaïde Rougon, son amour en fait pour son premier mari et son deuxième mari avec qui elle était complètement obsédée. Le fait que son premier enfant en fait est exclu ses frères et sœurs en fait de l'héritage de leur mère. Et les conséquences, dans les autres livres, on suit les conséquences en fait de leur génétique, on va dire, ou de leur expérience personnelle et comment ça les a formés en tant que personnes, en tant que parents, et comment ça a impacté leurs enfants. Et c'est pour ça que nous avons les trois branches en fait de la famille des Rougon-Macquart, avec les Rougon, les Mouret et les Macquart, et à quel point en fait cette hérédité les touche. Donc je pense que c'est une lecture vraiment très intéressante. C'était bien avant la reproduction de Pierre Bourdieu. Pour moi c'est à lire, mais je suis une grande fan d'Émile Zola. Moi j'adore quand il y a de longues descriptions, parce que quand je lis un livre, je vois un film. Et donc, plus il y a de descriptions, et plus l'image est claire pour moi. Donc, moi, j'adore Émile Zola. J'espère commencer à lire bientôt le deuxième, qui est Son Excellence Eugène Rougon. Mais je n'ai pas encore commencé. Donc, La fortune des Rougons, qui est, selon moi, à lire, à posséder, mais je peux comprendre, c'est quelque chose de gros. Ensuite, Boule de Suie de Maupassant. J'aime aussi beaucoup Maupassant. Belle Amie, c'est un roman que j'aime beaucoup, malgré le fait que je déteste profondément Georges Duroy. J'aime beaucoup la manière dont c'est écrit, comment il peut rentrer dans le psyché de certaines personnes et exprimer leurs pensées. J'aime vraiment beaucoup. Donc dans Boule de Suie, on suit Boule de Suie, qui est une prostituée qui habite à l'est de la France, et à cette époque, l'Allemagne est entrée en France et a commencé à envahir. Et donc, Boule de Suie décide de quitter sa région et de s'installer autre part, et elle s'est très bien préparée avant de partir. Donc elle a préparé voilà, beaucoup de choses à manger pour pouvoir partir et faire le trajet confortablement. Malheureusement, la voiture dans laquelle elle tombe, les autres personnes, il y a un petit accident et ils sont bloqués. Eh bien, les autres personnes ne se sont pas préparées de la même manière que Boule de Suie, et donc ils n'ont rien à manger. Boule de Suie étant une personne très généreuse, décide de partager
son panier avec les autres personnes. Finalement, ils arrivent dans une station et il y a un problème. Que Boule de Suie, en fait, est la seule personne qui puisse les aider, mais ça va lui coûter extrêmement cher, personnellement, émotionnellement, physiquement, de le faire. Et donc, on voit toutes ces autres personnes que Boule de Suie a déjà aidées essayer de la coercer, à la faire changer d'avis pour qu'elle puisse voilà, faire cette action et que tous puissent partir. Finalement, Boule de Suie le fait, mais souvenez-vous, elle a partagé tout son panier, elle ne s'est pas repréparée, ils repartent en route, et alors que il continue, elle n'a pas à manger, et là, personne, malgré les multiples sacrifices de Boule de Suie pour ce groupe-là, ne lui donnera à manger, alors que eux se sont ravitaillés dans le village. Bref, moi ça m'a beaucoup fait penser à la gauche depuis quelques années en France. Moi je suis une voteuse de gauche depuis toujours, et je pense que je voterai toujours à gauche, même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout, et la raison pour laquelle c'est que je pense que la gauche est le plus proche de mon éthique personnelle, donc c'est pour ça que je vote avec eux, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout. Et bien, Boule de Suie, ça m'a fait penser un peu à ça et aux actions, enfin ce qui se passe presque systématiquement maintenant lors des élections où on demande à la gauche de faire le front républicain, mais les valeurs de la gauche ou les intérêts de la gauche ne sont jamais ensuite pris au sérieux. Donc voilà, moi, ce dernier cycle d'élections, ça a été la fois de trop. Je ne voterai plus jamais, en fait, je ne ferai plus jamais le Front républicain, et c'est comme ça. Et je pense que beaucoup de personnes sont ainsi, et je pense qu'historiquement on était prêts, comme Boule de Suie, à faire le bien commun, et maintenant je pense pour beaucoup c'est fini. Pour moi en tout cas c'est fini. Alors, ça c'était pour le mois de juin. Commençons avec le mois de juillet. C'était un mois assez tranquille aussi, j'ai pas beaucoup lu, 6. Donc commençons avec George Orwell, 1984. Comme je vous ai dit, en fait, ce qui s'est passé au mois de juin, juillet, en fait, ça m'a énormément, ça a vraiment dirigé mes lectures. Je voulais lire 1984 depuis de nombreuses années. Nous l'avions dans la bibliothèque. Donc je l'ai lu. C'est un livre qui est vraiment un classique. C'est un livre dystopique qui date des années 40 ou 50, où George Orwell théorise sur comment serait le futur, comment les gouvernements manipuleraient ou dirigeraient les membres de la société, les bloqueraient pour les empêcher de réfléchir, les empêcher de décider et de toujours pouvoir garder le pouvoir. On suit Winston. Et Winston, il travaille dans un service au ministère où il réécrit sans cesse l'histoire en fonction des nouvelles alliances, en fonction des nouvelles choses. Et il a conscience en fait que sans cesse le ministère change l'histoire pour que les gens croient certaines choses. Et il commence à prendre mesure de tout ce qui se passe autour de lui et avoir un regard plus critique, et il voudrait se rebeller. Et donc voilà, on lit 1984, c'est un livre qui est classique, c'est un livre qui est classique dans la description de dictature, dans la description en fait de contrôle du gouvernement, du public par le gouvernement. Absolument à lire, c'est très bien écrit, on est stressé au fur et à mesure, et moi j'aime pas beaucoup les livres dystopiques, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, nous avons le petit ouvrage de Pierre Bourdieu que beaucoup de personnes devraient lire. Beaucoup de personnes lisent La distinction et la reproduction et ne sont pas forcément au fait sur la télévision. Donc dans la télévision, c'est une critique assez acerbe de la télévision, par bien sûr qui la possède, mais le fait que l'audimat décide en fait des choix qui sont mis à la télévision, et que cet audimat, bien sûr qui est fait pour choquer, finit par convaincre les gens de certaines choses, et donc voilà de l'utilisation de la télévision pour manipuler plus ou moins les gens, ou pour normaliser certaines choses. Donc c'est vraiment un livre à lire, c'est très très court, c'est 1 heure de lecture, vraiment vraiment à lire. J'ai aussi regardé, donc il y a sur YouTube, j'essaierai de les mettre dans la barre d'infos, il y a 2 vidéos. Donc Blast a fait une vidéo sur la télévision qui est bien sûr très biaisée, parce que c'est Blast. Moi j'aime beaucoup Blast, mais c'est vrai qu'ils analysent des choses avec leur perspective à eux. Et il y a aussi en fait les lectures faites par Pierre Bourdieu, donc vous pouvez aussi regarder ça.
Continuons. Alors, j'avais ce livre que je souhaitais lire depuis très très longtemps et pendant les élections, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, ça s'appelle La fabrique du crétin de Jean-Paul Brigelli et c'est sur la déconstruction de l'éducation nationale. Donc, il parle de que s'est-il passé depuis les années 2000 et le début du classement PISA où la France était très bien placée. Je crois que nous avons commencé dans les années 2000 en étant numéro 9. Nous sommes numéro 26 à présent. Nous sommes tout en bas de la liste des pays de l'OCDE. Nous faisons partie des pays les plus riches, mais nous avons la pire école des pays riches. Et donc, il essaie d'expliquer, enfin, c'est très à charge, hein, parce que voilà, c'est sa perspective, et il n'est pas brut de décoffrage. C'est très à charge, et il explique la déconstruction de l'école, les différents mouvements politiques qui voulaient certaines choses. Encore une fois, il y a une grosse critique de la gauche qui souvent, pour être ouvert à tous, pour être plus accepté et acceptable, va ouvrir les choses au détriment à long terme des étudiants, au détriment de l'esprit critique, au détriment voilà, du niveau scolaire des enfants, et on voit que ça baisse. Et bien sûr, la droite préfère avoir des gens moins au fait économiquement, politiquement, sociologiquement, et donc la destruction de l'école, surtout de l'école pour les gens les plus pauvres, puisque les gens riches vont continuer à éduquer leurs enfants à la maison, c'est quelque chose que la droite adore. Et donc voilà, la destruction de l'école, comment ça impacte les étudiants, comment ça impacte les professeurs, comment ça impacte tout le système et quelles sont les conséquences plus tard. Donc c'est un très bon livre. Maintenant, Jean-Paul Brigelli, il est très acerbe. Il est vraiment... il est... comment dire, en fait, c'est pas une personne qu'on apprécie. Mais ce qu'il dit, c'est assez juste. Il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont assez justes. Même si la manière de donner le message n'est pas forcément agréable à lire. Je pense que La fabrique du crétin, c'est un livre à voir, tout comme sur la télévision. Continuons avec Ray Bradbury and Fahrenheit 451. Donc là, on suit Montag, qui est pompier. Et dans cette société dystopique, les pompiers n'éteignent pas les feux, mais ils mettent des feux. Ce sont des pompiers qui sont chargés de détruire tous les livres, parce que les livres racontent l'histoire, développent l'esprit critique des gens, et donc sont une menace pour la société, pour le gouvernement. Et donc Montag, il a commencé en fait à voler des livres. Parce que voilà, il était intéressé à vouloir lire ses livres et à développer son esprit critique. Il devient beaucoup plus critique quant à la société, il veut faire quelque chose. Et donc voilà, c'est beaucoup plus accessible que 1984. Je pense que celui-là, peut-être un adolescent assez jeune, à partir du collège, c'est tout à fait... voilà, c'est accessible à partir du collège. Alors peut-être que 1984 est un peu plus sombre. Donc voilà, c'est un très très bon livre. Finalement, après ça, j'avais besoin d'avoir une lecture beaucoup plus légère. Et j'ai lu Gigi de Colette. J'adore la plume de Colette. Je trouve qu'elle écrit les femmes merveilleusement bien. Donc là, on suit Gigi, qui est une jeune fille. Et sa mère et sa grand-mère et sa tante sont des courtisanes de mère en fille. Et voilà, elles essayent de faire que Gigi soit une courtisane, mais celle-ci refuse. Et donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Finalement, j'ai lu un petit livre que j'avais trouvé dans une librairie indépendante, donc c'est Montaigne de l'amitié, parce que le thème de l'amitié m'intéresse. J'aimerais potentiellement lire le livre de Geoffroy de la Gannerie. Mais voilà, donc c'est assez intéressant qu'il parle de son amitié avec un autre homme et de l'importance en fait de cette amitié dans sa vie à lui, dans le développement de sa pensée, dans l'autocritique, voilà, et que c'est très important. Alors bon, ça a des sous-tons, hein, comme souvent, voilà, quand c'était les meilleurs amis du monde, mais bon, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était pour le mois de juillet. Ça, c'est juste à lire, voilà, bibliothèque et tout ça, ça ira très bien. Ensuite, passons au mois d'août. Ok, on a tout ça. Donc là, on a une grosse liste en août. J'ai beaucoup lu. J'avais plus de temps avec le travail puisque les gens étaient globalement en vacances. Donc j'ai eu quand même un peu moins de travail à faire. Et donc j'ai eu plus de choses. Alors commençons. J'ai continué avec Colette. Je sais pas où est-ce que j'ai trouvé ce livre, mais bon voilà. Soit il était dans notre bibliothèque, soit on l'a pris dans une boîte à livres, je ne sais pas. Donc la maison de Claudine. Et donc Colette parle de son enfance dans cette grande maison et de différentes...
différents événements qui se sont déroulés et on découvre en fait l'éducation qu'elle a eue, ses frères et sœurs, les relations qu'elle avait avec sa mère, les relations qu'elle avait avec son père. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très doux, mais c'est une bonne représentation de la vie à cette époque, de son enfance et voilà, de ce qu'il a créé. Donc j'ai beaucoup aimé et j'ai aussi fait le livre audio, donc vous pouvez l'avoir. Oui, j'ai vraiment vraiment aimé parce que on voit que dans son livre, on comprend pourquoi elle n'était pas, elle ne, elle était hors norme à l'âge adulte puisque la manière dont elle a été élevée ne correspondait pas aux manières, aux traditions de cette époque-là. Donc ils avaient beaucoup beaucoup de liberté et donc voilà, ça l'a influencé à l'âge adulte et donc ça relate de ça. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Ensuite, un livre que j'ai absolument adoré, un petit essai que j'ai absolument adoré, donc Virginia Woolf, Un lieu à soi, A Rooms of One's Own, qui est une lecture féministe classique que tout le monde recommande et pas pour rien. Et au-delà d'être de la littérature féministe, je pense que toute minorité devrait lire ce livre. Parce que ça traite en fait de l'importance d'avoir un lieu à soi pour pouvoir travailler, pour pouvoir en fait se développer en tant qu'artiste, mais se développer en tant qu'entrepreneur, en tant qu'étudiant, avoir un lieu où on puisse se concentrer, où on ne va pas être interrompu. Et voilà, elle discute du fait que beaucoup d'hommes ont des lieux comme ça, des bureaux, des choses comme ça, mais elles, les femmes n'ont pas, et donc doivent travailler dans une salle publique. Je crois qu'elle mentionne Jane Austen, le fait que son premier livre, elle a écrit comme ça, dans une salle commune. Ça se lit plutôt bien. J'ai pas lu d'autres Virginia Woolf, mais j'ai vraiment vraiment adoré ce livre-là, donc à posséder, à lire et relire. Ensuite, le pire livre de l'année que j'ai lu, j'ai vraiment détesté, il n'y a pas d'autre mot. J'ai détesté pour plusieurs raisons, je trouvais que c'était mauvais pour plusieurs raisons, enfin c'était pas à mon goût. C'est que donc là on suit ça s'appelle La sorcière de Marianne Dye. J'avais vraiment envie de lire Marianne Dye, il y a plusieurs livres en fait, les titres sont très évocateurs. Pour moi La sorcière, Trois fois puissante, ce genre de choses me donnent vraiment envie. Mais je n'ai pas aimé. J'ai trouvé que l'écriture était lourde. Et j'ai trouvé que l'écriture lourde, ce n'est pas un problème. Encore une fois, moi j'adore la littérature classique et la littérature lourde, très descriptive, c'est quelque chose de très commun. La raison pour laquelle j'ai pas aimé, c'est que le niveau de langue n'était pas adapté à qui le personnage était. Et donc j'ai du mal à me concentrer dessus. J'ai du mal à comprendre les relations qu'elle avait avec les autres personnes. J'ai du mal à comprendre pourquoi en fait elle se laissait faire, pourquoi les choses lui arrivaient. Ça n'avait pas de sens. Bref, j'ai vraiment pas aimé. C'est même pas à lire, ça c'est à zapper. Ensuite, voilà, Annie Ernaux. J'ai lu beaucoup de femmes pour le moment, ce mois-là. Annie Ernaux, Les armoires vides, qui est le premier livre d'Annie Ernaux, où elle raconte l'histoire de la petite Denise Le Sur, si je ne m'abuse. Et donc, voilà, elle parle de son enfance dans le café-épicerie, de son entrée à l'école, où elle allait dans l'école libre, qui était une école privée, mais voilà, libre de contrat avec le gouvernement, de la différence entre les codes sociaux qu'elle apprenait via ses parents, via les clients de l'épicerie, et ceux qu'elle découvrait à l'école. Et elle apprenait que voilà, ces codes familiaux n'étaient pas les bons codes, étaient mauvais, etc. Enfin, étaient mauvais selon les instructeurs. Son adolescence, et donc il y a toujours entre le présent et le futur, où voilà, dans le présent elle est en train d'avoir un avortement et donc elle se sent très honteuse. Elle sent que voilà, ses parents ont fait beaucoup de sacrifices pour finalement qu'elle se retrouve dans cette position là. Et aussi il y a beaucoup de rancœur autour de ses parents, parce que ses parents ont mis beaucoup d'espoir dans son parcours. Donc voilà, Les armoires vides, c'est vraiment excellent. Ensuite, j'ai lu Du contrat social et je l'ai enregistré, donc il va bientôt sortir, ou il est déjà sorti, je ne sais pas. Donc Du contrat social de Rousseau, où Rousseau en fait émet des théories de comment en fait on devrait créer une société en se basant sur des faits historiques précédents. Voilà, Rousseau, il était quand même un monarchiste, mais il souhaitait en fait faire abstraction de l'aristocratie et faire que le peuple ait un rôle beaucoup plus important. Et donc il compare beaucoup de pays les uns avec les autres. Et donc voilà, c'est un livre qui je pense est fondamental si vous aimez
la politique. Je pense que ça fait partie des lectures à faire en fait pour les gens qui sont dans les études politiques, donc Sciences Po et autres. Je pense que c'est un livre à lire. J'ai aussi pris pas mal de notes quand je l'ai lu. Il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée ou qui m'ont fait réfléchir, donc vraiment pas mal. Ensuite, j'avais besoin d'une lecture fun, donc j'ai lu Agatha Christie, Mort sur le Nil. Alors, c'est assez impressionnant de lire Agatha Christie puisque c'est vraiment la personne qui a créé la manière en fait d'avoir des polars, des thrillers. Et c'est très mignon quand on lit aujourd'hui au vu de la manière dont ce style littéraire a évolué. Mais j'adore le personnage d'Hercule Poirot. C'était très drôle. Il y a certaines phrases qui sont vraiment drôles. Donc oui, j'ai vraiment apprécié lire Agatha Christie et du coup je suis allée voir dans la bibliothèque parce que ma grande sœur adorait Agatha Christie et donc j'ai trouvé d'autres ouvrages et donc je les lirai aussi. Ensuite, j'ai lu Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald. Donc il y a une série en plus qui est sortie, je crois, sur Amazon ou sur Max qui s'appelait Zelda, autour de l'histoire d'amour de F. Scott Fitzgerald et de sa femme Zelda Fitzgerald. Et donc le Great Gatsby, ça relate un petit peu leur histoire d'amour avec une fin différente, dans le sens où Jay Gatsby, il tombe amoureux de Daisy Buchanan, qui est une personne de la haute société dans le sud des États-Unis, et lui il est seulement petit sergent, enfin il est à l'armée pour faire son service militaire, et donc il s'amourache de Daisy et elle de lui, et il lui dit voilà, il faut que tu m'attendes, etc. Mais finalement, quelques mois après qu'il soit parti en mission en Europe, eh bien elle se marie avec Buchanan, je me souviens plus de son prénom. Et donc lui il est très riche, il vient d'une très bonne famille, donc c'est un mariage en fait qui rend heureux la famille de Daisy, et donc qui lui donne en fait un train de vie très fastueux. Et pendant ce temps-là, Jay Gatsby, il décide de devenir une personne qui soit au niveau de Daisy, donc il veut gagner beaucoup d'argent, et donc il commence à créer sa fortune. Et finalement, il achète une maison qui est juste en face de la baie, en face de la maison de Daisy et de son mari. Et il organise des énormes fêtes durant tout l'été, et il fait ça afin que Daisy vienne le voir, qu'il puisse rentrer en contact avec elle à nouveau. Et donc, un jour, emménage à côté de chez lui Nick Carraway. Oui, c'est ça, Nick Carraway, qui méprise d'une certaine manière Jay Gatsby, mais est complètement fasciné par la personnalité de celui-ci. Et donc, Nick fait partie du plan de Jay pour rentrer en contact à nouveau avec Daisy. Donc, l'histoire est racontée du point de vue de Nick Carraway. Ça, c'est intéressant parce que lui, Nick, il faut garder en espoir que malgré sa fascination pour Jay Gatsby, malgré voilà son admiration pour lui, eh bien il le juge énormément. Il juge aussi beaucoup Daisy et tout ce monde-là. Il juge, mais en même temps il fait partie de ce milieu. Donc c'est vraiment un bon livre. J'aimerais beaucoup le lire en anglais pour peut-être avoir encore plus d'amour pour lui, parce que ça fait partie des livres préférés de beaucoup d'Américains. Des livres recommandés, des livres qui sont lus à l'école et qui sont aimés. Donc j'aimerais bien lire peut-être un autre ouvrage de cette personne. Je crois qu'il y a Tender is the Night et j'aimerais bien lire celui-ci. Donc voilà, plutôt pas mal. En plus, j'avais une belle copie, donc c'était assez agréable. Finalement, j'ai lu aussi Jacaranda de Gaël Faye, où on suit un jeune homme qui est franco-rwandais, donc métis franco-rwandais. Et donc, on le suit, cette personne, au début quand il est enfant, et durant le massacre, le génocide des Tutsis au Rwanda. Et voilà de comment en fait cela a impacté sa famille, sa mère, et puis finalement comment sa mère s'est refermée après toute cette situation. Et voilà, il décide de repartir au Rwanda pour se renouer avec ses racines. Il découvre il rencontre beaucoup d'amis. Et donc c'est à propos voilà, de l'amitié, des relations en fait fraternelles, même si il n'y a pas de lien du sang, et donc voilà aussi de tout ce qui s'est passé au Rwanda pour reconstruire le pays après cela. Donc j'ai vraiment
adoré. J'aime beaucoup la plume de Gaël Faye. En fait, il me fait beaucoup penser à Romain Gary dans le sens où il arrive à alterner des moments très émotionnels, chargés, avec des moments vraiment drôles, ironiques, humoristiques. Et donc il y a cet équilibre essentiellement. Euh, oui, j'ai aimé parce que ça représentait aussi le Rwanda d'une très belle manière et les Rwandais d'une très belle manière. Et donc j'ai vraiment apprécié Jacaranda. Et voilà. C'est le seul livre que j'ai lu de la rentrée littéraire, mais moi en fait la rentrée littéraire je m'en fous. Moi j'ai des livres que j'ai envie de lire quand j'ai envie de les lire et je m'y mets quand j'ai envie de m'y mettre. Et voilà, c'est tout. Mais voilà, dès qu'il est sorti, j'ai voulu l'acheter et puis je l'ai lu en une journée, je crois. Ça c'est très bien, c'est très agréable. Finalement, j'ai lu Passion simple d'Annie Ernaux. Ma maman l'a aussi lu, on a tous les deux beaucoup aimé. C'était court, donc ma maman l'avait lu à la plage et moi je l'avais lu le soir même. Passion simple, c'est l'histoire en fait d'une histoire d'amour qu'Annie Ernaux a avec un homme et de l'obsession qu'elle lui voue. Donc voilà, je vous lis ce qu'il y a écrit sur l'extérieur. À partir du mois de mai de septembre, déjà j'ai commenté. À partir du mois de mai de septembre l'année dernière, je n'ai rien fait d'autre qu'attendre un homme qui me téléphone et qu'il vienne chez moi. Et en fait, c'est très intéressant, cet homme voilà, a déjà une relation, il est marié, et donc il n'a pas beaucoup de temps à lui accorder, il a du temps quand il a du temps, et ce manque d'attention, ce manque de temps, ça crée l'obsession en fait chez Annie, parce qu'elle n'a jamais suffisamment, et elle dit des choses assez folles, mais qui probablement se sont passées, où elle dit voilà, si mes enfants venaient, et que lui venait venir, je leur disais de partir pour lui laisser la place essentiellement. Donc elle devient complètement obsédée par cet homme. Donc voilà, Passion simple, c'est vraiment intéressant. Maintenant, ma première déception d'Annie Ernaux, j'ai lu quelques-uns de ses livres, pas tous. J'ai lu La place, La honte, Les armoires vides, Passion simple. J'ai dû lire un autre livre, mais L'événement, j'ai lu L'événement. Donc j'ai lu plusieurs livres qui sont assez connus d'Annie Ernaux et j'ai trouvé celui-ci. Regarde les lumières, mon amour, autour de ses observations en supermarché. Et j'ai trouvé ce livre très décevant. J'ai trouvé décevant parce que la perspective d'Annie Ernaux aurait pu être beaucoup plus riche. Dans le sens où elle a vu le changement de, euh, de, du fait de faire les courses, café, épicerie, dans les marchés, les petits établissements et les grands supermarchés qui ont commencé dans les années 60-70 et à quel point en fait ça a modifié l'économie, à quel point ça a impacté ses parents, à quel point ça a impacté l'économie, ça a réarrangé la ville. J'ai trouvé que sa perspective aurait pu être beaucoup plus intéressante, surtout qu'elle a vécu dans le même quartier pendant des années et des années, donc elle aurait pu relater différentes choses qu'elle a vues, mais là on se concentre juste sur une année ou deux. J'ai trouvé que c'était pas très intéressant, j'ai pas trop aimé. Donc ouais, moi franchement je lui dirais pas si j'étais vous, elle a plein d'autres livres qui sont vraiment mieux. Ensuite, commençons avec le mois de septembre, avec le premier livre qui s'appelle Le français est à nous. Ouh, j'avais pas rangé correctement. Le français est à nous de Maria Candea et de Lélia Véron. Alors, je crois que Lélia Véron a un podcast et qu'elle fait souvent des chroniques chez France Inter ou quelque chose comme ça. Je pense qu'elle est pleine de bonne volonté. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit et je pense que c'est la raison, c'est de l'endroit où nous on parle. Donc elle est linguiste et dans ce livre-là, elle parle du fait que le français, il appartient aux Français et il va évoluer selon l'usage des Français et ça, je suis tout à fait d'accord. Les deux, en fait, elle donne en fait aux gens qui souffrent de l'insécurité linguistique de la confiance en disant non, votre français en fait il est valide, vous parlez français, ne laissez pas les autres vous dire quoi que ce soit voilà, le français est voué à s'améliorer, il n'y a pas de notion de qu'est-ce que le français, qu'est-ce que la bonne grammaire, etc. Donc tout ça je suis tout à fait d'accord, donc elle parle un peu de l'historique, de l'histoire en fait de la langue française, de qu'est-ce qui est français, enfin comment le français est devenu le français, est-ce que le français est en danger, mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes parce que selon moi, c'est plein de mauvais conseils.
dans le sens où effectivement ce livre il n'a pas été écrit pour les gens qui souffrent d'insécurité linguistique, il a été écrit pour les gens qui font ressentir de l'insécurité linguistique aux autres. Et donc que ces gens-là en fait doivent accepter les autres formes de français, oui, tout à fait. Que ces gens-là en fait apprennent comment le français est devenu français, qu'est-ce que la bonne grammaire et la mauvaise grammaire, comment la grammaire change, etc. Tout ça, oui. Mais il y a plein de choses où, franchement, moi en tant que personne qui vient d'un milieu populaire, en tant que personne qui suis issue de l'immigration et racisée, en fait je sais que ces conseils, si une personne qui ne parle pas le français normé, va avoir plein de problèmes. Eh bien oui, on ne devrait pas insulter les gens parce qu'ils ont un accent. On ne devrait pas discriminer les gens parce que ils font des fautes ou quoi que ce soit. Oui, ça c'est vrai. Mais le problème c'est qu'on sait bien que les gens qui sont en haut, qui possèdent les jobs, qui prennent les décisions au niveau du recrutement, eux ils ne vont pas changer la vie. Et donc pour moi, c'est desservir les gens que de leur dire que non, bah non, tout va bien, c'est aux autres de vous accepter, parce que ça va pas se passer. Et donc, il y a une raison pour laquelle beaucoup de gens qui viennent de Marseille, qui viennent de Lille, qui viennent de Toulouse, quand ils veulent faire certaines carrières dans les médias, prennent des cours de diction. Et c'est pas que c'est bien, mais en fait c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que probablement ils ne seront pas acceptés sinon. Et dire que voilà, c'est pas nécessaire, etc., bah, c'est manquer, voilà, c'est desservir les gens. Il y a aussi beaucoup de comment dire, euh, en fait, elle parle à un moment donné, j'oublie, le mot m'échappe, mais elle parle de Frantz Fanon et de son livre Peau noire, masque blanche, et il parle du fait que voilà, quand il venait en France et qu'il parlait avec des gens blancs français, il parlait avec un accent parisien, un accent, une manière de parler assez soutenue, mais que les gens lui parlaient petit nègre. Et donc elle dit voilà, on ne devrait pas faire ça, etc. Oui, effectivement, les gens ne devraient pas faire ça. Mais en fait, le message de Frantz Fanon dans ce chapitre-là, le chapitre 1 de Peau noire, masque blanc, c'est que au contraire, en fait, il incite, il donne l'injonction, il a l'injonction au niveau des gens antillais, des gens noirs, de parler dans la langue dans laquelle ils vont être écoutés. Parce que la réalité, c'est ça, c'est qu'on doit parler dans la langue dans laquelle on va être écouté. Et ça, en fait, elle ne l'a pas mentionné, alors que le thème de ce chapitre-là, c'était ça. Il y a d'autres choses où voilà, elle parle de pourquoi on dit pas, pourquoi est-ce qu'on aller au coiffeur, ce serait ok à la place d'aller chez le coiffeur. Enfin, moi je dis aller chez le coiffeur parce qu'on va chez quelqu'un et on va à un endroit. Et donc elle mentionne, elle essaie d'expliquer que oui, mais avant les gens allaient chez le coiffeur à la maison, chez le coiffeur des gens ou le coiffeur venait chez eux. Et donc on disait aller chez le coiffeur, mais qu'aujourd'hui les coiffeurs travaillent dans un salon de coiffure et donc il n'y a plus lieu de dire aller chez le coiffeur. Bon, je l'entends, mais dans ce cas-là, il n'y aura toujours pas lieu de dire aller au coiffeur, puisqu'elle mentionne notamment, on dit aller aux putes parce que on déshumanise les putes. Donc dans ce cas-là, on déshumanise les putes, devrait-on déshumaniser les coiffeurs? Bref, elle tourne en rond pour essayer de valider le aller au coiffeur. Il y a plein d'autres manières de dire, je vais aller au salon de coiffure, je vais me faire coiffer, je vais chez le coiffeur, sans avoir cette déshumanisation qui existe quand on dit aller au coiffeur. Bref, ce livre, il est bizarre parce que on ne sait pas pour qui il a été écrit. Est-ce qu'il a été écrit pour les gens qui font ressentir de l'insécurité linguistique ou est-ce qu'il a été écrit pour les gens qui ont de l'insécurité linguistique? Si c'est le premier, ok, mais je pense que ces gens-là ne vont jamais lire un livre pour s'améliorer et pour être plus acceptants. Et si c'est écrit pour les seconds, c'est un très mauvais livre parce que ça va leur créer beaucoup de problèmes dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle aussi, parce que les gens sont comme ils sont et on ne va pas les changer comme ça. Bref, j'ai pas trop aimé cela. Ensuite, j'ai lu et j'ai absolument adoré, encore une fois, mot passant, le Horla. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le lire, mais c'était dans notre bibliothèque, donc j'ai lu. Donc j'ai lu le Horla et toutes les autres petites nouvelles. Donc le Horla, la première nouvelle, elle est absolument géniale. C'est une nouvelle un peu fantastique, de terreur, etc. Où un homme pense qu'il y a un démon qui vit chez lui. Un démon, un esprit qui vit chez lui et qui s'amuse, qui se joue de lui. Et donc, voilà, il a de plus en plus de difficultés à dormir. Et donc, avec ça, sa folie et son obsession pour cet esprit augmente. Et il fait certaines choses dans le film, en fait, pour se débarrasser de ça. Bref, c'est vraiment une
une nouvelle qui est super intéressante, super mignonne, voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai adoré la plume, voilà. Et ensuite, il y a plein d'autres petites nouvelles qui sont assez sympathiques. La nouvelle Le Trou, qui est sur, voilà, un conflit, c'est un peu comme un fait divers. Il y a plein d'autres petites nouvelles qui sont assez sympatoches. Sauvé, Clochette, etc. Donc j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il y en avait une, est-ce que c'était celle-là où il y avait l'auberge, voilà, c'est ça, où avec les deux hommes qui se sont perdus, l'homme est dans l'auberge, le vagabond, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai vraiment aimé cette série de nouvelles. Voilà. Ensuite, j'ai lu La femme gelée, qui pour moi fait partie des lectures, je pense, féministes à lire. Encore une fois, Annie Ernaux, une fois n'est pas coutume, je l'adore, j'essaie de lire tous ses livres et on verra plus tard. La femme gelée, en fait, c'est l'histoire d'Annie Ernaux, de sa mère, du couple que faisaient ses parents, de l'exemple qu'ils ont été pour elle, et du début de sa vie amoureuse, du début de sa vie de femme, et des contraintes, en fait, que c'était que d'être une femme pour une femme qui était ambitieuse et qui voulait atteindre des choses, mais qui devait et être responsable du foyer, de l'enfant, du couple, mais essayer de de créer sa carrière en même temps et à quel point c'était difficile, de la rancœur qu'elle avait envers son enfant, envers son mari, mais que voilà, elle y est arrivée finalement. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé la femme gelée, je pense que tout le monde devrait lire, absolument exceptionnel. Ensuite, je suis allée dans la bibliothèque indépendante, la librairie indépendante qui est près de chez moi. Et donc, ils avaient la distinction de Tiphaine Rivière que j'ai acheté. Et je suis très contente, je voulais absolument le lire, mais c'est vrai que le prix, en fait, euh, me bloquait. Mais je me suis dit, voilà, là, je l'achète. C'était quoi, 25 euros, je crois, 25 ou 30 euros. Je l'achète, je soutiens la librairie indépendante qui est près de chez moi. Donc je suis très contente de l'avoir acheté. Je pense pas que je vais le garder, je pense que probablement je vais le vendre parce que maintenant je l'ai lu. Donc c'est un roman graphique qui vulgarise la distinction et voilà, c'est un jeune professeur qui veut traiter de Pierre Bourdieu, de l'ouvrage de Pierre Bourdieu, La distinction, qui est sur la notion de goût et le fait que le goût est ancré dans la classe sociale, dans qui nos parents sont. Et donc ces étudiants, il y a des étudiants de différents milieux, et bien ils comparent un petit peu leurs observations qu'ils ont en fait en fonction de ce qu'ils apprennent sur la distinction sociale et sur les pratiques culturelles, les pratiques de goût de leur famille. Je pense que c'est vraiment hyper accessible. Pierre Bourdieu, il est très bien, il écrit enfin, ce qu'il a fait au niveau de la sociologie, autour des classes sociales. Euh, je pense que tout le monde est au courant, on sait tous, mais c'est pas accessible. Il écrit de manière vraiment difficile. Moi, je dois à chaque fois lire ses ouvrages à voix haute, sinon j'arrive pas à les comprendre, parce qu'il ferait des phrases à rallonge. Il n'est pas vraiment agréable à lire. Donc la distinction, ça condense un petit peu l'information qu'il a développée ou la théorie qu'il a développée. Donc j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Lolita de Nabokov. C'était dans ma liste de livres que je voulais lire depuis très longtemps. Je m'y suis attelée. Je l'ai lu en 3 jours, je crois. Et en plus, j'avais beaucoup de travail, donc je ne pouvais pas beaucoup lire. J'ai vraiment adoré. Alors moi, je me suis vraiment identifiée avec Lolita. Et quand je lisais, en fait, je voyais les réponses de Lolita, la manière d'agir de Lolita. Et je me disais, mais elle agit comme une enfant. Et quand elle est passée de l'enfant à l'enfant abusé, en fait, elle dit non, elle montre en fait qu'elle n'est pas intéressée, elle montre qu'elle est contrainte. Et en fait, Humbert, il élimine, en fait, il décide de passer outre, de ne pas prêter attention à ça. Mais Lolita est très claire dans ce qu'elle dit. Et donc, bien sûr, de l'autre côté, il y a Humbert qui se fait des films. Moi, ça m'a beaucoup fait penser, en fait, au mime, vous savez, elle veut. Elle veut, elle veut, elle veut. C'est vraiment ça, en fait, Lolita agit comme une petite fille à côté de lui. Et lui, en fait, il prend ça pour elle veut, elle veut, elle veut, elle veut. Et non, elle ne veut pas. Et donc, je trouve que c'est super intéressant. Je suis un peu choquée de la manière dont Lolita est perçue. Je trouve que c'est très bien écrit. On voit que Humbert est complètement salace. C'est un gros dégueulasse. On voit à quel point il manipule, en fait, autour de lui. Il ment
sans cesse, il ment à propos de qui il est, il ment à propos des actions qu'il commet, il ment à propos de ce que les gens lui disent, il ment, il ment, il ment. Et je trouve que c'est intéressant de voir certaines interviews de l'époque où les gens en fait parlent du fait que Dolores était une aguicheuse. Mais non, c'était une petite fille. C'était une petite fille qui agissait comme une petite fille, que c'était une histoire d'amour. Non, c'était pas une histoire d'amour, c'est l'histoire d'un abus. Et je trouve que Nabokov, pour moi, c'est vraiment évident que c'est l'histoire d'un abus et j'arrive pas à comprendre comment les gens ont pu autant misinterpréter Lolita, que c'est devenu en fait cette manière où il y a une Lolita aguicheuse. Vraiment dingue. Bref, voilà, je me suis arrêtée là, donc ça nous apporte à mi-septembre. Je pense qu'on se retrouvera aux alentours de Noël parce que je ne peux pas faire des vidéos tous les mois, tout le temps autour de mes lectures, c'est trop. Donc voilà, 44 minutes, merci beaucoup, abonnez-vous et on se retrouve bientôt. Bye bye!